Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter notre nouveau webinaire Moins c'est mieux. Cette fois-ci, la sobriété, toujours, mais dans le secteur industriel. Alors au programme, on va se poser deux questions. La première, c'est comment réagir vite à la crise énergétique actuelle, grâce notamment et principalement à la sobriété. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est comment cultiver ce raisonnement pour des résultats au plus long terme, grâce cette fois-ci à l'efficacité énergétique. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se poser ces questions-là, mais avec un focus sur les industries. Alors, pour répondre au mieux à ces questions, on a demandé à la société Helio, que peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent déjà, une société qui est spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et les travaux de rénovation énergétique. On leur a demandé à Helio de nous accompagner pour vous transmettre un maximum d'informations et voilà, on veut être les plus précis. Donc, n'hésitez pas, je vous le dis une première fois, mais je vous rappellerai tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a un petit bouton juste en bas à droite, c'est fait pour ça. On passera à la fin de ce webinaire à une session de questions-réponses, donc n'hésitez surtout pas. Alors, juste avant de laisser Elio vous présenter leur expertise, je me permets de vous rappeler pourquoi Alterna Énergie a souhaité vous proposer ce webinaire aujourd'hui. Alors, on va parler évidemment de la crise énergétique. Vous la subissez de plein fouet. Elle s'installe péniblement dans nos vies. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, en tout cas plus de détails par rapport à cette crise énergétique, je vous invite à regarder dans vos mails si ce n'est pas déjà fait. On vous a envoyé un lien, voire des liens pour le replay du premier webinaire où on essaye de vraiment rentrer dans les détails pour vous faire comprendre au mieux cette crise énergétique. Donc du coup, pour essayer de la comprendre très rapidement, cette crise, c'est quoi? C'est déjà une indisponibilité du parc nucléaire en France. Il y a aussi le dérèglement climatique, effectivement, qui rentre en ligne de compte, le retard du développement des énergies renouvelables, l'électrification massive des usages, évidemment, et aussi, on ne peut pas passer à côté, la guerre en Ukraine. Donc les raisons sont nombreuses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que à cause ou grâce à cette crise, on doit réagir. Et c'est d'autant plus vrai pour vous, nos clients industriels. Alors, comment réagir? Déjà, en changeant de perspective par rapport à l'énergie. L'énergie ne doit plus être considérée comme une commodité, mais comme un actif stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque gisement en économie d'énergie se doit d'être identifié et valorisé. Et c'est exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut vous aider à identifier et valoriser chaque gisement en économie d'énergie dans le milieu industriel. Donc, je vais arrêter de parler tout de suite et j'invite Jawad de la société Helio à prendre la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Léo, pour cette belle intro. Et merci aux équipes d'Alterna, évidemment, de nous permettre d'intervenir sur un sujet qui est très au cœur de l'actualité et qui doit, à mon avis, vous causer pas mal poser pas mal de questions et causer pas mal de soucis. Et bravo aussi pour ce défi-là, parce que c'est un défi qui est nécessaire. Et ce n'est pas forcément tous les acteurs de l'énergie qui poussent leurs clients à faire ça. Donc bravo pour ça. Alors, du coup, je vais en profiter pour présenter l'équipe de notre côté. Donc, on est avec Michael, qui est chef de projet au sein du bureau d'études et qui est spécialisé vraiment dans tout ce qui est audit énergétique pour des industries et des sociétés dans le secteur tertiaire. Donc, il connaît bien tous ces sujets-là et qui échange régulièrement avec les industriels là-dessus, et notamment sur des actions court terme et de planification. Donc, on va voir ça tout à l'heure ensemble. Et je suis accompagné également de Rudy, qui est notre spécialiste plutôt moyen terme, donc efficacité énergétique, et qui connaît parfaitement, on va dire, les travaux d'efficacité énergétique en industrie, en tout cas, leur TRI associé et les financements disponibles pour ça. Et pour ma part, Jawad, qui dirige l'incubateur de la société, donc en charge de toutes les nouvelles réglementations, il y en a beaucoup en ce moment, et du coup de les transformer en opportunités pour nos clients. Voilà globalement. Je ne vais pas m'étaler sur le contexte parce que vous le connaissez, puisque Alterna vous a déjà parlé de ça.
Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on est dans un contexte énergétique un peu complexe où les prix ont explosé. Et au lieu de perdre pas mal de temps à faire une introduction que vous connaissez déjà, je préfère qu'on se concentre directement sur le sujet d'aujourd'hui. On va vous expliquer rapidement ce que c'est la sobriété énergétique dans l'industrie, l'efficacité énergétique dans l'industrie, les différences entre les deux, ce que contient le plan du gouvernement. Donc quelque chose d'assez sommaire, d'assez rapide, juste pour qu'on pose les bases. Et ensuite, on pourra vraiment rentrer dans le détail de quelles actions de sobriété énergétique on parle, de quelles actions d'efficacité énergétique on parle. Donc, vous donner des exemples concrets aussi qu'on a pu avoir avec des industriels. Et évidemment, comme l'a dit Léo, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur le chat. On y répondra avec grand plaisir. Donc, du coup, pour commencer sur cette partie-là, alors, en fait, l'Union européenne s'est donné un objectif assez colossal d'ici à 2050, qui est un objectif de neutralité carbone. Et en fait, cette neutralité carbone, globalement, pour l'atteindre, il faut évidemment agir tant à court terme, à moyen terme qu'à long terme. Donc, à court terme, c'est ce qu'on a résumé globalement par la sobriété énergétique. On va voir la définition tout à l'heure. Ensuite, des actions moyen terme qui sont plutôt du cadre, en tout cas, de l'efficacité énergétique. Et ensuite, un troisième socle qui est plutôt du long terme, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais en tout cas, n'hésitez pas à appeler, à contacter en tout cas Alterna sur tous ces sujets-là qui sont liés aux énergies renouvelables, au PPA, au captage, etc. Donc ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, on va plutôt parler de vraiment l'urgence et comment on peut y répondre. Alors déjà, des définitions très rapides. Alors on va essayer d'être un minimum scolaire. L'objectif, c'est pas que vous les reteniez, c'est juste que vous compreniez de quoi on parle. Quand on parle à la base de sobriété énergétique, on parle de diminution de consommation d'énergie par des changements de mode de vie ou des transformations sociales. Donc en fait, c'est par le comportement qu'on y arrive. Exemple, je suis chez moi, j'éteins la lumière parce que je n'en ai pas besoin, ou je suis dans mon industrie et je vais atteindre un moteur parce que je n'en ai pas besoin. Donc en vrai, en réalité, c'est vraiment le comportement. Pour l'efficacité énergétique, c'est de la diminution des consommations d'énergie par la technologie pour un service rendu identique. Donc ça veut dire que c'est par la technologie qu'on y arrive. Donc là, c'est non pas éteindre la lumière parce que je n'en ai pas besoin, mais c'est remplacer mon ampoule qui consomme beaucoup par une ampoule LED. Ou c'est équiper mon moteur existant d'une VEV ou changer mon moteur par un moteur plus performant. Donc globalement, si on associe on va dire les actions court terme, donc sur le volet comportemental, vous allez voir qu'on va pas mal parler de sensibilisation et d'actions concrètes très court terme que vous pouvez mettre en place d'ici même fin d'année, et qu'on y allie des sujets un peu plus moyen-termistes d'efficacité énergétique. En fait, il y a des réelles en fait, opportunités de réduction de consommation à faire sur tout type d'énergie. Et étant donné que l'énergie est très chère aujourd'hui et que c'est assez durable, malheureusement, du coup, en fait, les TRI sont beaucoup plus avantageux qu'avant. Voilà. Donc voilà. Et juste un point, parce que tout le monde, j'imagine, a entendu l'actualité sur le plan sobriété énergétique du gouvernement. Alors, c'est juste pour expliquer, évidemment, parce que c'est une des questions qu'on s'est posées dès le départ. En fait, le plan sobriété énergétique du gouvernement comprend bien les deux dimensions, sobriété énergétique et efficacité énergétique. Voilà. Alors, en fait, on va directement attaquer sur le volet sobriété énergétique. Je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment ou des interrogations. Léo, tu souhaites peut-être faire une petite pause question ou on enchaîne? Bah écoutez, déjà, je vous invite, chers clients, à poser vos questions. Et puis, une fois qu'on aura la totalité, ou en tout cas une bonne partie, on passera directement à la fin au jeu des questions-réponses. Je te laisse continuer, Jawad. Très bien, ok. Du coup, on va attaquer l'aspect sobriété énergétique dans l'industrie.
Alors, en tout cas, le premier message qu'on veut faire passer, et c'est peut-être le principal dans l'aspect sobriété court terme, en gros, il y a 3 actions qui nous paraissent quand même assez essentielles. C'est déjà de savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, en fait, nous, on recommande 3 actions globales. La première, c'est de réaliser un audit énergétique pour comprendre un petit peu les usages de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on recommande, d'avoir un professionnel qui vient sur site et qui étudie un petit peu les différents flux, etc. De mettre en place un système de management de l'énergie. En tout cas, la première marche pour ça, c'est de nommer un référent énergie quelqu'un qui puisse comprendre un petit peu toutes ces données, et la mise en place d'équipements de mesure avec un logiciel de supervision énergétique pour pouvoir justement suivre ses consommations. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus, Michael. Tout à fait, notamment sur la mise en place des équipements de mesure. En fait, c'est très important dans le sens où vous ne pouvez pas piloter votre énergie, donc suivre les dérives et ou vérifier un gain suite à une action d'économie d'énergie sans la mise en place de comptage. Le faire via des factures, ça reste très aléatoire et ce n'est pas représentatif des gains ou des dérives. Donc voilà, c'est un sujet très important. Je pense qu'il faut commencer par là si on veut vraiment suivre ses consommations et aller vers l'avant. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu les 3 réflexes. Alors évidemment, on n'est jamais au stade 0. On peut être avancé là-dessus, on peut ne pas être avancé là-dessus, mais en tout cas, ça nous semble quand même être un bon socle de départ, quoi. Ensuite, on va aborder donc thématique par thématique les actions. Donc là, sur l'aspect sobriété, on va attaquer le sujet qui est lié à l'éclairage. Donc en gros, on a répertorié 3 actions qui nous paraissent intéressantes. La première, c'est de privilégier l'éclairage naturel. Le deuxième, c'est d'adapter l'éclairage aux réels besoins et d'installer des détecteurs de présence. Donc en gros, pour essayer d'éclairer juste ce qui est nécessaire là-dessus. Mais je ne sais pas si tu as des retours d'expérience là-dessus, Michael. Tout à fait. Ce qu'on voit la plupart du temps chez nos industriels, c'est qu'on voit un atelier totalement éclairé. Alors, il y a des grosses surfaces pour un seul poste d'utilisation. L'idée, en fait, et vous verrez que c'est un peu la trame de la sobriété qu'on a essayé de vous montrer. L'idée, c'est de vraiment ajuster la consommation au point de travail. C'est-à-dire se dire, ça ne sert à rien que j'ai mon atelier qui est totalement allumé si j'ai seulement un poste dans l'atelier où j'ai une consommation, où je produis. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre finalement un éclairage très ponctuel sur ces postes-là. Et vous verrez que pour l'ensemble des usages, l'idée derrière la sobriété, c'est vraiment ça. Donc, je vous le détaillerai sur les prochaines. Superbe. Merci, Michael. Alors, comme vous le voyez ici, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque case, histoire que ça ne soit pas très scolaire, mais l'idée, c'est de vous donner les actions. Donc, on va pouvoir détailler ensemble avec nos experts, donc Michael et Rudy. On vous a mis les investissements moyens, les TRI moyens associés. Est-ce que ça peut être financé par les certificats d'économie d'énergie ou non? Et les gains moyens. Alors évidemment, d'un site à l'autre, d'une courbe de charge à l'autre, c'est très, ça peut être différent, mais en tout cas, voilà, c'est des ordres de grandeur. Ensuite, on va attaquer un sujet qui est beaucoup plus consommateur d'énergie, qui est la production de chaleur. Et souvent, on a l'impression que sur ce genre de poste-là, il n'y a pas d'action court terme possible, mais en fait, il y en a. Donc, on va les recenser ensemble. Donc, premièrement, il y a l'optimisation de la fermeture des portes automatiques. Il y a la mise en place des sondes de température adaptées, l'équilibrage du réseau de chauffage, la sensibilisation du personnel. Ça, vous allez le voir vraiment dans pas mal des actions. On n'a pas voulu les factoriser parce qu'en fait, on a envie de répéter ça tout le temps parce qu'on peut se dire que ce n'est pas très important, mais en réalité,
Je pense que beaucoup d'industriels sous-estiment ça. Et d'ailleurs, les industriels les plus performants en termes d'efficacité énergétique qui ont mis en place la norme ISO 50001, c'est une de leurs bases. Ils ont un référent énergie et ils ont évidemment une grande sensibilisation et formation du personnel. Mettre en place des contrats de performance énergétique et calorifuger les conduites d'eau chaude et ou de vapeur. Voilà. Des rétextes là-dessus, Michael? Tout à fait. Je voulais revenir rapidement sur la sensibilisation. Je trouve ça très important dans le sens où finalement les dirigeants d'une usine peuvent avoir la meilleure volonté du monde. Sans l'aide finalement de toutes les personnes qui travaillent ensemble, en fait, vous n'y arriverez pas à aller vers une sobriété vraiment concrète et poussée. Voilà, donc c'est très important la partie sensibilisation. Bon, je close cette parenthèse et je vais continuer avec la fermeture des portes automatiques. C'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup lorsqu'on fait les visites sur les sites industriels, c'est que les ateliers finalement ont des portes roulantes et les portes sont ouvertes. Donc que ce soit en été ou en hiver, dans beaucoup de cas, on chauffe. Donc en hiver, c'est des déperditions très concrètes, puisqu'il y a des courants d'air qui se font. L'idée, c'est qu'il ne faut pas empêcher la circulation des chariots, mais il faut pouvoir finalement gérer le flux d'air que vous avez dans l'atelier. Donc ça, c'est un point très important, c'est très facile à mettre en œuvre, et c'est juste finalement un suivi de l'état de vos portes actuelles. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous présenter, c'est la mise en place des CPE. Donc, c'est quelque chose, en fait, c'est un contrat de performance énergétique que vous allez mettre en place avec votre soit tuyauteur, votre chauffagiste ou la personne qui est en charge de votre chaufferie. Donc, ça permet finalement, si vous n'avez pas la compétence en interne et si vous n'avez pas le temps, de finalement déléguer cette tâche à une entreprise qui, elle, est experte sur le sujet et même de mettre en place des pénalités si elles n'arrivent pas à tenir leurs objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très engageant pour l'entreprise et vous, ça vous permet d'avoir un suivi annuel et maîtrisé. Donc voilà pour l'usage. Superbe, merci Mick. Du coup, on va aborder aussi le sujet climatisation, toujours avec la même méthode, avec les différentes cases. Et effectivement, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Donc, en gros, mettre en place un free cooling, je pense que Michael expliquera ça en détail tout à l'heure. Mettre en place des VEV donc, sur les ventilateurs. D'ailleurs, même les VEV, donc les variateurs de vitesse, vous allez les voir, ça revient pas mal tout au long des slides parce que c'est des actions qui sont, mine de rien, quand même assez rapides à mettre en place et que vous pouvez mettre sur beaucoup de moteurs, en tout cas beaucoup de types de moteurs. Donc, voilà. Mettre en place un suivi maintenance périodique, ventiler les bâtiments la nuit et mettre en place des films solaires. Voilà. Un petit mot là-dessus, Michael? Oui, notamment sur le free cooling. Le free cooling, c'est quelque chose qui finalement est très intéressant dans le sens où vous allez réutiliser la chaleur et ou les frigories de l'air extérieur. Donc en fait, vous n'avez même pas à chauffer ni à refroidir cet air-là. L'idée, c'est de favoriser la température extérieure pour la climatisation ou le chauffage de vos pièces. Je voulais rajouter quelque chose sur le suivi de maintenance périodique. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'industriels n'y pensent pas. Et l'idée, en fait, c'est de vraiment suivre tout ce qui est ventilation, tout ce qui est transmission, tout ce qui est filtre, en fait, parce que vous pouvez avoir des dérives qui se font dans le temps avec des vibrations ou autres. Et en fait, vous pouvez aller jusqu'à presque 30% d'économie d'énergie en faisant ces suivis-là. Alors, ce n'est pas des suivis annuels qu'il faudrait mettre en place, mais je pense que tous les 2 ou 3 ans, si vous avez un suivi que vous pouvez même gérer en interne notamment, et ben en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être performant et ne pas laisser de dérive. Voilà. Super, merci Michael. Me permet d'intervenir. On a des questions qui commencent à arriver et certains de nos clients se demandent OK, mais c'est quoi le free cooling? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, pas de souci. Alors, je vais vous donner un cas concret. Dans le cas d'une centrale de traitement d'air, donc finalement, c'est récupérer de l'air extérieur, renouveler l'air à l'intérieur, et entre les deux, il faut soit le chauffer, soit le refroidir. L'idée, en fait, c'est de se dire, OK, bah, moi, mon atelier est en fonctionnement 3 bits. Ma température extérieure, elle est inférieure finalement à ma température de consigne. Donc, en fait, au lieu de refroidir
parce que quand on n'a pas de pilotage, c'est ce qu'on fait, de refroidir l'air extérieur et donc de faire de la consommation sur de la production de froid, et ben en fait, vous allez réutiliser seulement l'air extérieur. Donc, ça veut dire que l'air qui est en dessous de la température de consigne va vous climatiser gratuitement votre atelier. Et ça, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre, notamment sur ces types de centrales de traitement d'air, et c'est très peu coûteux. Donc, ça ne va pas impacter votre traitement de l'air, parce qu'en fait, vous avez toujours ce système de filtre qui va gérer ces cas-là. Mais le free cooling, voilà, c'est d'utiliser la température extérieure pour chauffer ou climatiser, dans certains cas, votre intérieur. Et du coup, s'affranchir de la production de froid ou de la production de chaleur. J'espère avoir été clair. Merci beaucoup, Mickaël. J'espère aussi. Non, mais en tout cas, je crois que j'ai compris. Très bien. Du coup, on va reprendre sur la partie air comprimé cette fois. Alors, je vous avais prévenu, on va le voir beaucoup de fois, sensibiliser le personnel, c'est vraiment quelque chose de… on s'est même posé la question de le mettre, pas forcément dans tous les tableaux, et en fait, le personnel peut être sensibilisé sur une chose et pas l'autre, et en fait, c'est vraiment clé, quoi. Ça permet vraiment de détecter des fuites, des choses comme ça. Donc, par exemple, sur l'air comprimé, sensibiliser le personnel, encore une fois, je pense que Mickaël a eu un exemple concret il n'y a pas si longtemps d'ailleurs avec un industriel. Remplacer si possible les outils pneumatiques par des outils électriques, l'optimisation du séchage de l'air et intégrer les clauses de performance énergétique au contrat d'exploitation. L'air comprimé, mine de rien, c'est quand même un gros poste de dépense, Mickaël. Tout à fait. Pour vous donner une ordre de grandeur, l'ADEME a sorti ce rapport de prix, notamment le prix d'un kilowattheure pneumatique. C'est équivalent au prix à 20 fois le prix d'un kilowattheure électrique. Donc déjà, nous, on part de ce constat-là et on se dit que si on peut s'affranchir de l'air comprimé sur site, et ben en fait, vous avez déjà gagné en économie d'énergie. Donc quand on parle d'outils pneumatiques, on retrouve des outils, des soufflettes, etc. un peu partout dans l'usine. En fait, c'est un réseau à entretenir, c'est des fuites potentielles, donc voilà, ça engage beaucoup de ressources. L'idée, voilà, c'est de transformer tous ces petits postes-là, quand on peut, par des outils électriques. La sensibilisation du personnel, j'y reviens très rapidement. Notamment, je le trouve très important sur l'air comprimé et ou la vapeur, dans le sens où chaque personne finalement dans l'atelier est une personne qui peut remonter un problème. Donc en fait, au fait que quand elle détecte une fuite d'air, puisqu'une fuite d'air, on ne la voit pas mais on l'entend, c'est souvent un sifflement très fort, et ben en fait, si elle peut le remonter directement, soit au service maintenance pour qu'il l'intègre dans la ronde de maintenance préventive ou autre, voilà. Donc en fait, il faut s'aider de toutes les personnes disponibles sur site. Et voilà. Super, merci beaucoup, Mickaël. Ensuite, sur le pompage, même chose, sensibiliser le personnel sur le suivi des fuites d'eau, arrêter les pompes lorsqu'on n'en a plus besoin. Ça, pour le coup, c'est une vraie action de sobriété. Si vous n'avez pas besoin d'un équipement, vous l'arrêtez. Et utiliser les pompes de surpression pour des besoins spécifiques. Tu as eu des cas concrets là-dessus? Tout à fait, notamment quand vous avez juste un poste. Je vous donne un exemple, vous avez un poste où vous l'utilisez à 5 bars et que votre réseau est à 3 bars. Ça ne sert à rien de maintenir un réseau de plusieurs kilomètres à 5 bars alors que vous avez une seule utilité à 5 bars. L'idée, c'est finalement de tout gérer à 3 bars et de mettre une pompe de surpresseur seulement sur les points où vous avez réellement besoin. Donc ça, c'est vrai pour la partie donc, du pompage donc, de l'eau, mais c'est vrai aussi pour l'air comprimé, et c'est vrai aussi pour la vapeur. Vous n'avez pas besoin de maintenir tout un réseau où il y a des fuites, où il y a de la maintenance à prévoir à une forte pression, alors que vous n'en avez pas besoin. Super, merci beaucoup, Mickaël. Et enfin, la partie production de froid. Ah non, il nous reste également la vapeur. Donc, production de froid, donc contrôler et réparer les fuites du réseau du liquide frigorigène, optimiser la régulation. Et pour le coup, ça, c'est des choses qui peuvent être financées avec des C2E.
vérifier l'état du calorifuge et réparer si nécessaire, installer des vannes d'équilibrage, favoriser le free cooling, on l'a déjà vu tout à l'heure, et mettre en place un suivi de maintenance régulière qu'on a vu également sur un autre poste, mais qui est tout aussi pertinent dans la production de froid. Pour le coup, la production de froid, c'est un des domaines les plus consommateurs avec la production de chaleur. Donc, tout à fait. Donc l'idée, voilà, c'est rapidement, c'est plus de la sensibilisation sur ce coup-là. Donc sur l'état des isolations de vos tuyauteries, de vos points singuliers. La régulation, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre et potentiellement, c'est juste demander à votre installateur de gérer cette partie-là. Et la maintenance régulière, c'est très important parce que ça permet d'éviter les dérives, d'embourber l'échangeur et de garder des fonctionnements optimums par rapport à votre production. Superbe, merci Mick. Et du coup, enfin, la production de vapeur. Donc en gros, les actions qu'on propose, c'est de calorifuger les bâches alimentaires et les réseaux. Et donc effectivement, ça peut être financé par les C2E sur la partie réseau. On peut mettre en place des économiseurs pour préchauffer l'eau d'alimentation de la chaudière. On peut mettre également un suivi du réseau de vapeur. C'est intéressant pour voir un petit peu ce qui se passe donc en installant des purgeurs, des soupapes, etc. Sensibiliser les opérateurs à détecter les fuites de vapeur, ça c'est assez conséquent, et diminuer si possible la pression du réseau, évidemment si ça n'a pas d'impact sur vos process, mais en tout cas si ça n'en a pas, ça peut être très très économe en consommation d'énergie. Tout à fait. Je vais faire un petit focus sur le fait sur l'action du suivi de réseau de vapeur. L'ADEME estime qu'il y a 30% des purgeurs qui sont défectueux sur des réseaux vapeur d'industriels. Donc l'idée, c'est de mettre un suivi. Donc ça peut être fait soit en interne, si vous avez la compétence, soit le sous-traiter à une entreprise spécialisée qui, elle, va vous faire un audit de l'ensemble de votre réseau, sachant qu'une fuite sur un purgeur, c'est à peu près le même ordre de grandeur, voire plus, de ce qu'on peut voir juste en dessous sur la sensibilisation des fuites de vapeur, ce qui représente donc une fuite de 3 mm à 7 bars, ça représente 4 000 € par an. Alors là, c'est un chiffre qui a été annoncé par l'ADEME avant la hausse des prix. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut vous compter actuellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut prévenir. Et pareil, donc la diminution du réseau, on le voit souvent, c'est que pour ne pas se poser trop de problèmes, on va mettre une grosse pression sur le réseau de vapeur. Mais dans la réalité, on peut gagner jusqu'à 0,5 à 1,5 bar sur le réseau au total. Et ça représente énormément d'économie d'énergie quand on parle d'un gros réseau de vapeur. Super, merci beaucoup Michael. Donc on a fini la partie en tout cas court terme sobriété. Pour résumer rapidement, parce que vous avez vu beaucoup de choses, alors évidemment, selon le type d'industriel, en tout cas des usages que vous pouvez avoir des process chauds, vous pouvez avoir des process froids, vous pouvez avoir des process d'air comprimé. Donc en fait, chacun va s'adapter un petit peu à ça. Donc on est contraint effectivement de faire quelque chose de général et en tout cas de vous prévenir sur chaque poste comment on peut économiser. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'il y a des aspects qui reviennent tout le temps et on ne peut pas se tromper là-dessus. C'est la sensibilisation. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Dès demain, il faut sensibiliser toutes les personnes sur votre site pour qu'ils soient formés sur le sujet, qu'ils soient informés, parce que chaque geste compte. Bon, c'est le message du gouvernement, mais en réalité, au-delà du côté politique, c'est très important. En fait, ça peut vraiment, vraiment jouer. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est de la pure sobriété énergétique. C'est du comportement. Et ça peut se faire dès demain, en fait. Donc voilà. Il y a un deuxième sujet qui est très, très important, c'est tout l'aspect maintenance. N'hésitez pas à contacter les installateurs avec lesquels vous travaillez, les mainteneurs, etc. parce que ils pourront vraiment vous donner des recommandations sur vos machines, sur comment les optimiser, etc. En tout cas, c'est des actions très, très court terme. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin et structurer et professionnaliser un petit peu la démarche en faisant un audit énergétique. C'est-à-dire qu'on peut voir que ça coûte 10 000, 15 000, 20 000 euros, mais en fait, selon la taille du site, mais en fait, c'est rentabilisé très, très, très vite parce que ce n'est pas sur des actions d'un an, c'est sur des actions de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ça va vous donner une vraie stratégie faite par des professionnels.
Et ces auditeurs-là vont rapidement vous recommander de mettre en place une solution de comptage. C'est absolument nécessaire. Il faut que vous puissiez compter en fait, qu'est-ce que vous consommez, où, quelle machine fait quoi, et détecter très vite là où il y a des fuites ou des problématiques. Voilà, globalement. Léo, on va peut-être prendre une petite pause question. Alors, juste avant justement cette petite pause question, il y en a une qui est arrivée en fait, une de nos clientes en fait, qui se demande si les planches vont être diffusées à la suite. Alors oui, on vous enverra les planches. Cette présentation sera transmise par mail, donc pas d'inquiétude. Et en fait, moi, je me permets aussi d'aller un petit peu plus loin que Jawad. Alors effectivement, sensibiliser les collaborateurs, c'est très important. Ça fait aussi partie voilà, des prérequis qu'on a mis en avant lors de nos précédents webinaires. Et sachez que justement, Alterna Énergie se tient à votre disposition. On a créé du contenu, des contenus pour afficher, pour mieux comprendre, des sélections d'articles pour essayer d'aller plus loin aussi. Donc c'est vrai qu'on est submergé par tout un tas de choses. La crise énergétique fait partie de notre quotidien, on l'a dit. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. N'hésitez pas. Alors on va vous embêter, on va vous envoyer des mails, on va essayer de faire un maximum de choses, mais tout ça, c'est fait pour vous, pour que vous puissiez aussi tenir pour le challenge qu'on a mis en place, le défi moins 10%, c'est mieux. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à regarder les petites communications qu'on vous propose. Voilà, c'était mon petit message. Et du coup, on parlait de sobriété, donc là, on est sur du court terme, et je crois savoir, Jawad, que c'est d'efficacité, là, que tu vas nous parler. Exactement. Merci beaucoup, Léo. Alors, on a vu le premier sujet, en tout cas, qui est sur l'aspect sobriété, donc vraiment sur le comportement. C'est effectivement des choses que vous pouvez faire dès demain et qui peuvent avoir un impact et qui ne coûtent pas forcément très cher. Donc voilà, je vous encourage vraiment à les faire et à les étudier. Et si vous n'y arrivez pas, évidemment, contactez votre fournisseur d'énergie Alterna parce que il saura vous orienter et vous donner les réponses à ça. Maintenant, je vous propose d'aborder un sujet un peu plus moyen terme que vous pouvez attaquer dès demain également, en tout cas dans les actions. Alors, les actions ne paieront que dans 3 mois, plutôt 3-6 mois, voire 1 an, selon les types de travaux que vous allez faire. Mais les temps de retour sur investissement sont assez rapides et surtout, c'est des actions plus costauds en termes de réduction de réduction de consommation d'énergie. En fait, il faut allier les deux. Il n'y a pas de je choisis l'un ou l'autre, c'est les deux. En fait, il faut attaquer ça comme ça. Et donc, avec ça, je serai accompagné de notre expert Rudy qui va nous accompagner là-dessus. Donc, du coup, on a à peu près la même méthode que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on va aborder les différents usages et puis par usage, on va étudier les actions à mettre en place et vous aurez, comme vous l'avez vu avant, les investissements moyens, TRI, C2E, gain moyen, etc. etc. Du coup, sur la partie efficacité, on va commencer par l'éclairage. Donc l'éclairage déjà, l'action, en tout cas la vraie action qu'on recommande, c'est le remplacement des luminaires par des LED. Ça, effectivement, c'est une action qui est en plus bien financée par les certificats d'économie d'énergie. Un petit mot rapidement, vous allez voir que sur la partie efficacité énergétique, il y a énormément d'actions qui sont financées par des certificats d'économie d'énergie. Et donc, du coup, ça est intégré en tout cas dans le coût. Je ne sais pas, Rudy, si tu as un petit mot sur la partie éclairage, si tu as eu des retours d'expérience là-dessus. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci de me passer la parole, Jawad. Donc, effectivement, donc le remplacement des luminaires LED, c'est assez simple à mettre en place et c'est du plug and play, hein. L'idée, c'est de venir faire des études sur vos entrepôts, vos locaux, vos bâtiments et vous préconiser des nouveaux luminaires plus performants que les précédents et vous permettre d'avoir un retour sur l'investissement assez rapide. Et il y a une partie qui est financée par les CDE. Super, merci beaucoup Rudy.
Ensuite, sur la production de chaleur, évidemment, on va avoir une action assez colossale de manière générale, c'est de remplacer l'équipement de production par une nouvelle technologie, une pompe à chaleur, une chaudière à condensation. Évidemment, ce sont non seulement des actions qui sont finançables par des certificats d'économie d'énergie, mais également par des subventions disponibles, notamment auprès de l'ADEME ou de l'ASP. Donc voilà, c'est des choses qui sont disponibles et il faut profiter de ces financements tant publics et privés pour faire ces actions-là. Il y a la mise en place d'une GTB, donc la gestion technique du bâtiment pour piloter le chauffage. Évidemment, ça, on en parle assez souvent parce que dans les sites industriels, il y a souvent des bâtiments tertiaires dans lesquels on travaille. Et en fait, ils font partie quand même de la consommation d'énergie. C'est un poste, en tout cas, c'est une partie de la consommation qui est non négligeable. Et donc, du coup, mettre des GTB sur ces parties-là, c'est très intéressant. Et surtout que en ce moment, et depuis la semaine dernière d'ailleurs, il y a des bonifications. Ça veut dire qu'il y a des aides encore plus hautes qu'avant. Les aides sont doublées pour les mettre en place. Donc, en tout cas, le gouvernement encourage vraiment à mettre en place ce genre d'outils. Ensuite, il y a la mise en place des brûleurs performants et l'installation de déstratificateurs d'air, notamment quand les hauteurs des bâtiments ou des entrepôts, en tout cas, sont très hautes. Je laisse la parole à Rudy qui connaît mieux le sujet que moi. Tout à fait, tout à fait. Donc, sur la production de chaleur, il y a beaucoup de postes, hein, il y a beaucoup de sujets. On va se concentrer principalement sur la partie effectivement GTB. L'idée, c'est de venir mettre en place un outil de gestion qui va vous permettre de piloter vos usages énergétiques en fonction du besoin, de la demande et de la température extérieure aussi. Donc voilà, la GTB, comme le disait Jawad, donc c'est assez bien subventionné sur la partie tertiaire en termes de C2E, mais vous pouvez aussi avoir une GTB sur votre partie industrielle qui va vous permettre de piloter tous vos usages en fonction du besoin. L'installation des déstratificateurs d'air aussi vous donne droit à des subventions grâce au C2E. Un déstratificateur, c'est un outil, c'est un équipement, qui va vous permettre d'homogénéiser la chaleur dans un local. Donc, comme la chaleur est monte, hein, donc ça c'est physique, donc la chaleur monte. Et l'idée, c'est lorsque vous avez des hautes hauteurs sous plafond, laisser la chaleur stagnante en hauteur. L'idée, c'est de mettre en place un déstratificateur qui va venir vous ventiler vos locaux et vous permettre d'avoir une température homogène homogène en haut comme en bas, ce qui fait que la température ressentie pour les personnes travaillant dans les ateliers, par exemple, sera plus élevée que la normale. Donc, ça va vous permettre d'économiser sur votre chauffage. Donc, les déstratificateurs, c'est assez intéressant en termes d'installation, d'économie d'énergie et de subvention grâce au C2E. Et plus la puissance de chauffage sera élevée, et la hauteur de sous-plafond sera élevée, plus les subventions seront élevées. Ensuite, en dernier point, donc il y a tout ce qui est l'État met pas mal de subventions sur l'installation d'énergie non carbonée. Hein. Donc l'idée, c'est lorsque vous avez des énergies un peu plutôt carbonées sur vos sites qui sont moins performants, c'est de venir remplacer ces énergies-là par des énergies, on va dire entre guillemets, moins non carbonées, comme des pompes à chaleur principalement. Et ces opérations-là vous donneront aussi à des subventions grâce au C2E. Super, merci beaucoup Rudy. Juste un petit mot peut-être sur la déstratification. Globalement, c'est au lieu d'allumer les aérothermes parce qu'il fait un peu froid dans le site, c'est plutôt refaire descendre la chaleur pour éviter d'allumer les aérothermes. C'est ça globalement. C'est ça, exactement. Ok, super. Merci beaucoup. Ensuite, l'aspect climatisation. Où il y a l'optimisation de l'aménagement des systèmes de refroidissement des serveurs. Donc ça, je suppose qu'on parle pas mal en tout cas dans les data centers, c'est assez utilisé, mais j'imagine que dans les industries aussi, ça c'est assez utilisé. Et de la récupération de chaleur sur des centrales de traitement d'air. Peut-être un petit exemple là-dessus, Rudy? Sur ces slides-là, effectivement, il y a pas mal de sujets qu'on peut aborder. On va plutôt s'intéresser on va plutôt parler de l'optimisation et l'aménagement des systèmes de refroidissement. On reparlera de la récupération de chaleur par la suite. Comme tu l'as dit, Jawad, effectivement, les data centers, ils sont refroidis par des équipements frigorifiques, des groupes froids. Et le fait de pouvoir mettre ce qu'on appelle des confinements allée chaude, allée froide, pour isoler les flux d'air entre eux, va vous permettre d'économiser l'énergie, va vous permettre de remonter la température de consigne de votre data center et donc économiser l'énergie sur votre groupe froid. Parce que
plus vous allez augmenter la température de consigne dans le data, moins vous allez tirer sur votre groupe froid. Donc, vous allez pouvoir réduire sa consommation électrique, le faire fonctionner moins longtemps et avec une charge plus faible. Donc, l'aménagement des systèmes de refroidissement dans les serveurs, ça peut être hyper intéressant, sachant qu'un data center, il est considéré comme un bâtiment tertiaire au titre des C2E, mais les consommations énergétiques sont tellement élevées qu'on peut les considérer comme entre guillemets, des mini-sites industriels, quoi. Ouais, surtout que c'est très, très spécifique. Exactement, c'est très, très spécifique. Après, sur les groupes froids aussi, on peut jouer dans les data centers, on peut aussi jouer sur la régulation. Vous avez ce qu'on appelle la haute pression flottante sur les groupes froids, c'est faire varier la consommation électrique et encore une fois la puissance de votre équipement en fonction de la température extérieure. Plus il fera froid, moins vous allez faire fonctionner votre groupe froid à pleine charge. C'est un peu comme ce qu'expliquait Michael tout à l'heure par rapport au free cooling. Le free cooling, il a expliqué, donc utiliser l'air extérieur pour faire du froid. Donc, dans le cas d'un data center, c'est vous utilisez l'air extérieur pour produire du froid, donc ce qui fait que vous allez éteindre votre groupe froid, donc vous n'allez pas consommer d'électricité. Ça, toutes ces opérations-là vous permettent aussi non seulement d'économiser l'énergie, et aussi en fonction des travaux qui seront à faire, avoir des subventions grâce au CE2. Super, merci beaucoup Rudy. Ensuite, sur le pompage, donc on en parlait tout à l'heure, mais c'est aller plus loin que l'aspect vraiment maintenance. C'est remplacer les anciens moteurs par des moteurs à haut rendement, en gros avec des équipements plus performants, avec un meilleur rendement, quoi. Vérifier les organes de transmission, donc les poulies, les courroies, et mettre en place une VEV. Donc, en gros, c'est un variateur de vitesse sur le moteur, j'imagine, pour ne pas le pousser à consommer quand l'usage n'est pas là. Exactement. Alors, sur la motorisation, c'est très intéressant. Donc, tous les sites industriels sont équipés de moteurs. Gérer ces moteurs, pour gérer ces moteurs efficacement, il peut y avoir ce qu'on appelle la maintenance curative ou la maintenance préventive. En curative, on peut très bien acheter 2 moteurs qui vont fonctionner en cascade. Et donc, ils vont fonctionner à 50% chacun. Et lorsque vous achetez 2 moteurs, l'idée, c'est d'avoir des moteurs performants énergétiquement. Et les moteurs à haut rendement IE3, donc c'est une classe énergétique, ce sont des normes européennes. Donc, plus la classe IE sera élevée, plus le moteur est supposé performant avec un haut rendement, et plus il vous donnera droit des subventions aussi, et il vous permettra aussi d'avoir une faible consommation énergétique en fonction de sa classe énergétique. Donc, toutes ces petites actions-là vous permettent non seulement d'avoir des moteurs performants à moindre coût, encore une fois, et la variation de vitesse. Donc, comme tu disais, donc c'est vraiment venir piloter la puissance du moteur en fonction du besoin. Voilà. Super, merci beaucoup Rudy. Ensuite, on attaque la production de froid. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un sujet très, très, très important parce que, premièrement, il est très, très consommateur, souvent en électricité. Et en plus, il est très, très bien, en tout cas subventionné et aidé. Donc, premièrement, c'est mettre en place de la récupération de chaleur sur les groupes froids, qui est d'ailleurs une fiche, la fiche C2E qui est le plus valorisée dans l'industrie et même dans le top 3, toutes fiches confondues. Donc, vraiment quelque chose qui s'est beaucoup fait. Ça consiste à mettre, un échangeur pour récupérer la chaleur et la réinjecter. C'est ça, Rudy ? C'est ça, c'est exactement ça. Le groupe frigorifique, donc c'est comme votre frigo à la maison, un frigo, et vous voyez qu'il dégage la chaleur derrière au niveau du moteur, au niveau du condenseur plus précisément. Et l'idée, c'est de venir mettre un échangeur sur cet organe qui est chaud, un échangeur de récupération de chaleur, pour pouvoir utiliser cette chaleur qu'on appelle fatale. Donc, parce que la chaleur, elle est rejetée aux petits oiseaux à la base, donc c'est ce qu'on appelle la chaleur fatale. On va réutiliser cette chaleur, soit dans du process, soit pour chauffer des locaux. Nous, on l'utilise, en fonction des besoins. On a eu pas mal de projets en récupération de chaleur, sur la mise en place de récupération de chaleur sur les gros froids. Et on peut l'utiliser sur plusieurs usages. Soit c'est pour faire préchauffer un process, préchauffer une chaudière, faire du dégivrage, préchauffer sur des sites d'agriculteurs, c'est pour faire du conditionnement, préchauffage conditionnement de fruits et légumes. Il y a vraiment tout type d'usage. En fonction de vos besoins chauds, en fonction du site, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, entre guillemets, avec la récupération de chaleur fatale. Tout dépend de votre besoin et ce que vous voulez en faire.
Après, ça, c'est des études qu'il faut mener en amont des projets pour pouvoir vraiment optimiser ce besoin chaud. Donc voilà, sur le froid, donc ça va être vraiment le poste qui va vous permettre d'économiser le plus efficacement sur site et à moindre coût, parce que c'est vraiment très bien subventionné grâce au certificat d'économie d'énergie. Et en plus, un groupe froid, non seulement il y a la récupération de chaleur fatale qui va dans le droit à ces subventions, mais à côté de ça, il y a toutes les opérations dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme le free cooling, la HP flottant, qui peuvent être cumulées sur la mise en place d'un groupe froid. Super, merci beaucoup Rudy. Je reviens sur un point que tu as dit qui est très important, c'est que en fait, avant de mettre de la récupération de chaleur sur groupe froid, évidemment, il faut une étude de dimensionnement pour étudier déjà qu'est-ce qu'on est capable de récupérer et surtout, quand bien même on se dit super, il y a beaucoup de choses à récupérer, où c'est qu'on l'injecte. Si on n'a pas où l'injecter ou que ce n'est pas pertinent ou que c'est à 2 km, c'est un autre problème. Donc bon, je le rementionnerai dans la conclusion tout à l'heure, mais en fait, les actions d'efficacité énergétique, c'est des choses à attaquer dès demain parce que ça se mettra en place que dans 6 mois. Par contre, si vous ne les attaquez pas dès demain, en fait, si vous attaquez dans 6 mois, ça se mettra en place que 6 mois après. Donc, en fait, en réalité, est-ce qu'il faut attaquer sobriété ou efficacité? Les deux, en fait, et dès demain. Voilà. Du coup, on va reprendre sur la partie air comprimé. Voilà. Donc, on va retrouver pas mal d'actions qu'on a déjà vues et certaines nouvelles actions. Ouais. Donc, la mise en place de variateurs de vitesse, ça on l'a déjà vu. Exact. Installer des systèmes de pilotage des compresseurs donc en cascade. Récupérer la chaleur fatale. Donc, la chaleur fatale, ça a l'air d'un terme technique, mais en gros, c'est la chaleur qui va aux petits oiseaux qu'on va réutiliser. Voilà. Installer des sécheurs plus performants. Favoriser les réseaux par zone et process et séparer les réseaux qui ont une pression différente. Ça, pour le coup, effectivement, ça nécessite un peu plus d'explications, je pense, Rudy. Ouais, tout à fait. Donc après, sur la partie air comprimé, ce qui va être les compresseurs d'air, toutes ces opérations d'économie d'énergie, on les a un peu vues précédemment. Après, ce qui va être plutôt intéressant, c'est peut-être mettre en place des systèmes de régulation et des systèmes de régulation, un système ce qu'on appelle motorégulé. L'idée, c'est de venir vraiment piloter vos compresseurs d'air en fonction du besoin aussi. Donc, on met en place des capteurs, des variateurs de vitesse, et en fonction du besoin et de la demande, tout le système lié au compresseur d'air va être piloté et ça va vous permettre aussi de réguler non seulement la consommation électrique du compresseur d'air, mais des autres aussi organes énergétiques. Et toute cette boucle de régulation, ce qu'on appelle un système autorégulé, vous permet d'économiser l'énergie et vous donnera aussi à des subventions. Et après, principalement sur les compresseurs d'air, toutes les actions listées ici sont celles dont on a déjà parlé. Donc, si vous voulez, on en reparlera plus tard, mais je n'ai pas plus d'éléments à rajouter que ça, Jawad. Super, merci beaucoup, Rudy. Ouais. Donc, voilà, ça c'était sur la partie air comprimé. Et ensuite, sur la partie production de vapeur, donc mettre en place un brûleur performant, améliorer le réseau de retour de condensat, mettre en place un système de traitement de l'eau. Ça, on a eu des cas assez concrets récemment. Et la mise en place d'un économiseur pour préchauffer l'eau d'alimentation de la chaudière. Ouais. Si tu as des exemples là-dessus, Rudy, ça serait super. Ouais, tout à fait. Donc là, on est vraiment sur la partie production de vapeur. Donc, il y a vraiment plusieurs sujets. Donc, on va commencer par la mise en place d'un brûleur micromodulant. Un brûleur, donc le brûleur va vous permettre de piloter la puissance de votre chaudière. Et le brûleur micromodulant, on l'appelle micromodulant parce qu'il va pouvoir vous permettre de piloter efficacement ou plus précisément la puissance de votre chaudière avec une plage de régulation de 1 à 5 minimum. Donc, on va pouvoir piloter la chaudière de 20%, 40%, 60%, 80% et 100%. Donc, cela vous permet du coup, en fonction du besoin, de faire varier les puissances automatiquement, et vous permet aussi, vous donne droit à des subventions grâce au certificat d'économie d'énergie. C'est vraiment venir piloter, affiner en fonction du besoin. Tout ça, ça rentre dans la partie régulation. Il y a beaucoup d'actions de régulation qui vont vous permettre d'économiser de l'énergie et efficacement, et vous permettent aussi d'avoir des subventions. On axe vraiment beaucoup de subventions sur les actions liées à la régulation.
Ensuite, donc, on parle aussi pas mal du traitement d'eau, hein. Le traitement d'eau, pour pouvoir faire le traitement d'eau, il faudrait vous rapprocher d'un installateur qui va pouvoir vous faire une étude assez efficace. Mais l'idée, c'est de venir traiter l'eau pour qu'elle soit moins encrassée, entre guillemets, pour pouvoir éviter que votre chaudière se dégrade plus rapidement. Donc, le traitement d'eau, ça va être comme du désembouage à la maison. Donc, quand vous désembouez vos radiateurs, vous enlevez la crasse, vous enlevez les minéraux qui vont réduire la durée de vie de vos radiateurs. Là, on va faire la même chose, même pour les chaudières. Donc, traiter l'eau des chaudières en amont pour pouvoir permettre à la chaudière de fonctionner plus efficacement et pour lui permettre de durer plus longtemps dans le temps, donc augmenter sa durée de vie. Donc voilà principalement les opérations qu'on a eues sur la production de vapeur. Après, il y a tout ce qui est mis en place d'économiseurs pour préchauffer l'eau d'alimentation de la chaudière. Encore une fois, ça vous permet c'est de la récupération de chaleur pour préchauffer et réduire la consommation énergétique de ces chaudières. Voilà. Super, merci beaucoup Rudy. Du coup, voilà, pour conclure un petit peu sur la partie efficacité énergétique et passer à 2 exemples rapides qu'on a eu et qu'on vous illustre. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la partie efficacité, c'est des temps un peu plus longs parce que il faut consulter des spécialistes, il faut avoir des devis, faire des études de dimensionnement, avoir les devis révisés. Voir les impacts sur vos process, etc. Calculer les subventions et les aides et surtout les signer avant d'engager les devis. Ça, c'est très important, sinon vous ne pourrez pas les toucher. Donc voilà, il y a toutes ces études-là à faire et vous inquiétez pas, votre fournisseur d'énergie saura traiter tous ces sujets-là. Mais en gros, il faut assez rapidement agir et en fait, voilà, il faut vous constituer un socle de décision court terme, moyen terme, long terme, donc sobriété, efficacité et sujet énergie globaux à attaquer. Pour vous donner 2 petits exemples sur un exemple concret sur la sobriété et un exemple concret sur la partie efficacité, on vous propose un petit exemple sur les indicateurs de performance énergétique, donc qui est une action qui peut aller assez vite, qui consiste à installer des compteurs et d'avoir un logiciel de supervision énergétique donc pour le suivi des consommations et qui en plus est très bien financé par les certificats d'économie d'énergie. Et toi, Michael, tu as eu pas mal d'industriels avec lesquels tu as travaillé là-dessus. Tout à fait. C'était pour justement refaire le lien avec les premières actions en fait pour pouvoir maîtriser son énergie. C'est la mise en place de comptage dans les industries. Un point très important parce que c'est des grosses consommations énergétiques et il faut savoir qu'il y a une fiche E2E qui a été portée auprès de l'État pour financer cette action-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut profiter, sur laquelle il faut profiter actuellement parce que pour l'instant c'est très rémunérateur. Alors on peut le voir sur le retour d'expérience qu'on a sur la présentation. Alors Jawad, si tu peux tout juste... Bien sûr. Merci beaucoup. Donc voilà, là c'est le calcul du financement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous l'aurez sur la présentation. Si tu peux sauter, voilà, super. Et donc là, on a un client sur lequel on a accompagné voilà, sur ce sujet-là et on a réussi à financer son projet à hauteur de 66%, sachant qu'on est capable d'aller jusqu'à 0 € en hors taxe. Selon les projets, selon le besoin du client. Donc, c'est quelque chose qui est actuellement très intéressant et il ne faut pas le passer à côté, surtout pour les industriels. Super, merci beaucoup, Michael. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fiche C2O a été montée par un collègue. Tout à fait. Qui connaît bien le sujet. Et donc, on a longtemps travaillé avec justement l'administration pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, c'est une fiche qui profite à tous les industriels et avec lesquels on travaille beaucoup. Et puis voilà, on est quand même assez content de ça. Et puis voilà. Sur la partie plutôt efficacité, donc des travaux un peu plus lourds, notamment de la récupération de chaleur sur groupe froid, remplacement de VEV. Ça, c'est un exemple concret que tu as eu sur une usine agro, Rudy? Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était une usine agro. L'idée, on y allait avec un installateur partenaire. Donc sur site, on a pris des relevés, fait les mesures. Donc on a proposé une récupération de chaleur fatale pour leur permettre d'économiser l'énergie. Alors vous voyez que les travaux, ils sont élevés à 248 000 €. Sur ces 248 000 €, rien que sur la récupération de chaleur fatale, il y a une prime C2E de 173 000 € environ. Ce
qui fait qu'elle représente, sur la prime totale était de 228 000 euros. On a déjà plus de 50% de la prime C2E totale liée à la récupération de chaleur fatale. Donc, encore une fois, comme Jawad le disait tout à l'heure, cette prime est élevée parce que le site avait un gros besoin chaud, un gros besoin de process. On a trouvé une durée élevée en termes d'utilisation de la chaleur et une grosse puissance en termes d'utilisation de la chaleur. Ça, pour des petits sites, la subvention sur des sites qui ont moins de besoin de chaud, la subvention est beaucoup moins élevée, voire parfois nulle. Donc voilà, là, c'était vraiment un cas où plus le besoin est chaud, plus la subvention est élevée. Et donc après, il y a toutes les autres opérations, hein, la partie variation de vitesse et régulation dont je vous parlais. Et l'opération qui va générer le moins de subventions sur ce style-là, ça va être la basse pression flottante. C'est vraiment faire varier efficacement la consommation électrique du groupe froid en fonction de la demande cette fois-ci. Pas en fonction de la température extérieure, mais de la demande. Voilà. Super. Merci beaucoup, Rudy. J'espère que cette présentation-là a été assez claire. En tout cas, si on doit résumer rapidement et s'il y a 2 choses à retenir, c'est que vous devez agir demain et pas après-demain. Et pour agir demain, il faut agir à court terme et à moyen terme. Et en fait, à la fois sur des actions de sobriété, sur de la sensibilisation, sur de la maintenance et sur d'autres actions qu'on a listées. En tout cas, n'hésitez pas à relire. Et enfin, sur la partie efficacité, qui est du temps un peu plus long, mais dont les études doivent commencer assez tôt pour que l'économie puisse se faire très vite. J'insiste sur un point très important. Déjà, vous n'êtes pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels du domaine. Alterna a pris l'initiative de lancer ce plan et ce webinaire-là, donc n'hésitez pas à les contacter. Et la deuxième chose, c'est que c'est des actions en fait qui vont payer. En fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que si vous ne les attaquez pas tout de suite, en fait, vous continuerez de consommer de l'énergie pour rien. Et c'est dommage. Et en fait, ça va plomber vos finances, ça va plomber toute votre activité. Et on n'est pas dans une activité où en fait le prix de l'énergie a juste explosé temporairement et il va complètement redescendre. C'est tous les spécialistes du domaine, et je pense Alterna en premier lieu, disent que c'est quelque chose qui est systémique, qui va durer longtemps. Donc en fait, il faut vraiment attaquer les choses au plus vite et rentrer dans cette stratégie-là. Voilà. Mon cher Léo, est-ce qu'il y a des questions pour nous? Tout à fait. Alors déjà, merci à vous trois. On a eu quelques questions que je vais tout de suite vous poser. Déjà, la première, c'est « Ok, mais est-ce qu'il faut mettre un comptage sur chaque machine de production ?» Michael? Alors, je dirais que oui, dans l'idéal. En revanche, il faudrait peut-être mettre un comptage par usage, par process, par machine. Notamment un four. Si vous avez plusieurs fours sur site, vous avez tout intérêt à mettre un compteur gaz sur chaque four, parce que comme ça, vous pourrez piloter et même manager dans quel ordre vous allez faire le process. Donc, selon le type d'entrant que vous allez peut-être pouvoir l'optimiser selon le passage par four. Il faut savoir aussi que la mise en place de comptage en industrie donne le droit à un financement, et le financement est calculé par rapport à la puissance que vous suivez. Donc, si vous avez finalement des équipements avec une forte puissance installée, sachez que finalement, ça va couvrir votre achat de compteurs, et vous pourrez même dégager un peu de financement pour aller peut-être installer vos parties tertiaires dans le cadre du décret tertiaire, ou même d'autres sujets que potentiellement vous n'irez pas creuser. Et je complète la réponse de Michael. Alors évidemment, dans l'idéal, oui, mais effectivement, ça va dépendre aussi du coût et en tout cas de l'investissement nécessaire et surtout du retour. C'est-à-dire que si on sait que dans vos process, il y a 2 machines qui consomment, je ne sais pas, 60-70%, alors c'est sûr que ces machines-là, il faudra les équiper
Pour le reste, ça va être discuté. Et ça, vous inquiétez pas, c'est pas à limite à vous de prendre la décision. Vous êtes accompagné par des professionnels qui viennent sur site et qui vous recommandent ça. Et c'est des spécialistes justement qui ont l'habitude d'aller dans des industries et qui ont l'habitude de dire bon, là c'est pas efficace, là c'est pas bon, etc. Et évidemment, en tant qu'industriel, aussi vous jaugez votre investissement versus le retour sur investissement là-dessus. Donc oui à maxima, mais à étudier au cas par cas. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Une autre question. Alors déjà, je précise que si on n'a pas le temps, là, je vois que l'heure tourne. Ça fait 1 heure qu'on diffuse le webinaire. Donc, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra évidemment vers celles et ceux qui en posent avec les réponses associées. Donc, la deuxième question, c'est, elle est assez dense, hein. Y a-t-il des solutions innovantes dans le domaine de l'isolation des bâtiments, bureaux ou industries? Et si oui, lesquelles? Par exemple, j'ai entendu parler des peintures isolantes qui auraient une bonne efficacité pendant l'été, car elles réfléchissent les rayons du soleil. Qu'en pensez-vous? Alors, là-dessus, alors déjà, est-ce qu'il y a des solutions innovantes en isolation? Oui, il y en a. Est-ce qu'elles sont coûteuses? Oui. Donc, ça à étudier. Alors, dans les bâtiments résidentiels et dans les bâtiments tertiaires anciens, en tout cas, on recommande évidemment que les bâtiments soient isolés parce que ça va réduire les déperditions et les ponts thermiques. Néanmoins, en fonction de la typologie du bâtiment, de l'usage, ça peut varier. Donc, est-ce qu'il y a des solutions innovantes? Oui. Est-ce qu'elles sont applicables dans tous les cas? Non. Est-ce qu'elles sont chères? Souvent, oui. Donc, c'est à étudier. Dans les industries, en tout cas, ce sont des actions qui sont peu financées. Aujourd'hui, l'isolation est financée uniquement dans les bâtiments d'outre-mer. Enfin, pas dans les bâtiments, dans les industries d'outre-mer. Par contre, dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, c'est bien financé. Et c'est souvent ça qui va rentrer en jeu, c'est ça coûte beaucoup, mais il y a des financements associés, donc ça devient intéressant. Donc la réponse globale, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut absolument étudier. Après, attention, parce que tout ce qui est innovation, souvent est cher parce que n'est pas forcément hyper, je veux dire, industrialisé. Donc, il faut effectivement profiter des aides qui sont là. En tout cas, à étudier, oui. À mettre en place aveuglement, non. Voilà. Et pour compléter ta réponse, Jawad, il faut savoir aussi que le revêtement réflectif pour les bâtiments tertiaires est quelque chose qui est en train d'être poussé entre guillemets parce que c'est éligible au CDE. Donc, par rapport à la question de monsieur, c'est le revêtement réflectif en toiture. Après, effectivement, ça doit être des solutions qui sont beaucoup plus coûteuses qu'une peinture classique. Donc voilà, c'est du cas par cas, c'est à étudier, mais en tout cas, il faut savoir que sur la partie réflective, en fonction de la technologie, il y a des subventions. Ouais. Ce qui est très important, Léo, là-dessus, en tout cas à comprendre, c'est que parfois c'est des très bonnes idées, parfois c'est des fausses bonnes idées. Donc en fait, il faut absolument avoir un professionnel du domaine qui vient étudier en fait le potentiel. Je vous donne juste un exemple, mais si par exemple on devait installer, rien à voir, un panneau photovoltaïque par exemple sur une maison ou sur une industrie et qu'on dit ah l'ensoleillement est super, mais en fait il y a des arbres qui cachent, en fait il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement. Enfin voilà. Donc en fait, en fonction du cas concret, la réponse peut vraiment changer dramatiquement de oui ou non. Donc est-ce qu'il faut étudier? Oui. Est-ce qu'il faut être vigilant? Évidemment. Ok, merci beaucoup Jawad. Donc au cas par cas et en étant accompagné. Une troisième question, et très certainement la dernière, le fait de démarrer les machines de production en décalé pourrait peut-être diminuer la consommation ou permettrait de diminuer la tranche d'abonnement selon vous? Alors, de manière générale, quand on décale une consommation, c'est plutôt la deuxième solution. C'est-à-dire que si on décide d'allumer tel équipement à ce moment-là ou à ce moment-là, a priori, on va consommer la même chose. C'est juste qu'on ne va pas la consommer dans une tranche horaire chère où il y a une tension de réseau. Et là-dessus, évidemment, on n'a pas parlé de ce sujet-là aujourd'hui parce que Alterna est plus spécialiste que nous en tout cas de ce domaine-là. Mais en tout cas, il y a tous les types d'effacement et de flexibilité qui peuvent être intéressants et qui seront de plus en plus utilisés et investis. Et effectivement, en décalant une consommation,
Du coup, on tombe sur une tranche horaire intéressante. Donc ça, donc on paye moins cher. Mais en plus, on peut être payé pour décaler cette consommation-là. Donc en fait, c'est doublement intéressant. J'essaye de réfléchir à si on décale une consommation, est-ce qu'on peut consommer moins ou pas? Dans certains cas, je pense que oui, en fonction de peut-être l'environnement. Imaginons qu'on allume, je ne sais pas, peut-être le groupe froid à un moment où il fait plus froid, donc on aurait peut-être moins besoin de froid ou quelque chose comme ça. Oui, mais ça dépend du process. Ça dépend du process. Si le process a besoin de froid, en fait, vous serez dirigé par votre process. Vous ne pourrez pas faire cette gymnastique. En tout cas, la deuxième, c'est-à-dire aller sur des tranches moins chères, clairement, à baisser la consommation, à étudier. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui non plus, à étudier. Après, baisser la consommation, ça va aussi avec la régulation en fonction du besoin. C'est ce qu'on disait. Donc, tout est lié, en fait. C'est aussi en fonction de vous, votre process et votre demande et l'utilisation que vous en faites. C'est axer l'installation sur régulation, sur la mise en place de régulateurs qui vont vous permettre aussi de piloter vos outils énergétiques plus efficacement. C'est ça. Alors, justement, je suis d'accord avec toi, Rudy, c'est-à-dire utiliser un équipement, si on décale l'utilisation d'un équipement, mais qu'on l'utilise moins longtemps, et effectivement, oui, on fera une baisse de consommation, ça c'est sûr. Mais si c'est vraiment, on l'utilise de la même manière à un certain moment, pour qu'il y ait une baisse de consommation, il faut effectivement qu'il y ait des facteurs, en tout cas endogènes, qui changent la donne. Mais en tout cas, dans tous les cas, évidemment, c'est pour ça que les sites comme EcoWatt, EcoGaz ont été créés. C'est pour inciter tout type de personnes physiques ou personnes morales consommatrices d'énergie en France à justement décaler et savoir quand consommer. Ne pas lancer plusieurs process en même temps ou plusieurs machines en même temps pour justement éviter de monter trop dans la pointe, quoi. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, merci Jawad, merci Mickaël et Rudy pour toutes ces infos. Avec plaisir. Vraiment détaillées. Donc, merci Elio. On espère vraiment avoir pu répondre à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'à la seconde qui suit la fin de ce webinaire, donc c'est-à-dire dans quelques instants, vous allez être redirigé sur un formulaire de contact. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser pour nous faire part de vos questions, de vos remarques ou même de vos souhaits en matière de contenu pour de futurs webinaires. On a eu quelques questions aussi au niveau des C2E, donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, on vous prépare ça pour la fin de l'année. On va essayer de tenir les délais. Et également, je le répète, on vous envoie la présentation par mail très rapidement. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci pour votre attention. Bonne soirée. Bonne soirée.